Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui dans ScienceClick, la géométrie des couleurs. Dans un logiciel de dessin ou de photographie, vous avez sûrement déjà rencontré un sélecteur de couleurs, un espace permettant à l'utilisateur de choisir une couleur. Certains sélecteurs sont carrés, d'autres ronds ou triangulaires. Certaines couleurs y sont proches, d'autres éloignées. Mais y a-t-il un lien entre ces représentations ? Peut-on donner un sens aux distances dans ces espaces ? Existe-t-il une géométrie sous-jacente pour décrire l'ensemble des couleurs ? Dans cette vidéo, nous allons explorer ces questions qui ont traversé l'histoire d'Aristote à Schrödinger en passant par Maxwell et Goethe. Au croisement de la physique, de la biologie, des mathématiques et de la psychologie, plongeons ensemble dans la science des couleurs. Pour commencer, qu'est-ce qu'une couleur ? Contrairement à ce qu'on pourrait penser, les objets n'ont pas de couleur de façon intrinsèque. Une couleur est un ressenti, une perception subjective créée par notre cerveau lorsque nos yeux reçoivent de la lumière. La lumière du soleil, par exemple, est une onde que l'on peut interpréter comme la somme de plusieurs ondes de différentes longueurs, comme les notes de musique dans un accord. Les objets absorbent certaines de ces ondes et réfléchissent les autres. Cette pomme, par exemple, contient des pigments dans sa peau qui absorbent plutôt les ondes courtes et réfléchissent les longues. Nos yeux sont sensibles à ces différentes longueurs d'onde et ils transmettent un signal au cerveau qui est alors interprété comme la sensation de couleur. Rouge, en l'occurrence. Pour prendre le problème dans l'ordre, commençons donc par nous concentrer sur la lumière. On peut décomposer la lumière du soleil avec un prisme en verre. Les ondes interagissent avec les atomes et sont déviées différemment selon leur longueur. On observe ainsi la couleur individuelle de chaque longueur d'onde. Ce sont les couleurs de l'arc-en-ciel, car les gouttes de pluie se comportent un peu comme des prismes. Elles vont du rouge au bleu-violet, en passant par le jaune, le vert et le cyan. Ceci sera notre premier espace de couleurs, le spectre visible, un espace à une dimension qui contient les couleurs pures, correspondant chacune à une longueur d'onde précise. En réalité, il existe d'autres ondes de part et d'autre du spectre, infrarouge et ultraviolet, mais nos yeux n'y sont pas sensibles. Dès 1666, Newton comprend ainsi que la lumière blanche du soleil résulte d'un mélange de toutes les teintes du spectre. On peut alors s'amuser à tester d'autres mélanges. Du rouge et du jaune donnent de l'orange. Du vert et du bleu donnent du cyan. Il s'agit de nouvelles couleurs car elles sont légèrement différentes de celles du spectre, moins pures, plus proches du blanc. En mélangeant les couleurs du spectre les unes avec les autres, on construit ainsi une nouvelle dimension, la saturation. Elle mesure à quel point les couleurs sont vives, proches du spectre. Attention, quand on parlera de mélange dans cette vidéo, on ne considérera que des mélanges de lumière, lorsqu'on les superpose les unes aux autres. On parle de synthèse additive des couleurs. Chaque lumière ajoute de nouvelles ondes au mélange. Par opposition, les mélanges de peinture ou de colorants fonctionnent par soustraction. Ils absorbent des ondes à partir de la lumière qui les éclaire. Ces mélanges sont plus complexes à décrire car ils dépendent de la composition chimique des pigments ainsi que de la lumière environnante. On peut les oublier pour le reste de la vidéo. Plutôt que d'organiser les couleurs de cette façon pyramidale, Newton va proposer une nouvelle géométrie. Il referme le diagramme pour en faire un cercle, plaçant le blanc au centre. L'idée est la suivante. Lorsqu'on mélange deux lumières, la couleur résultante se situerait, selon Newton, à mi-chemin entre les deux. Du rouge et du jaune donnent de l'orange. Du vert et du bleu donnent du cyan. Ainsi, on pourrait prédire les mélanges de couleurs de façon géométrique. Les couleurs complémentaires se retrouvent de part et d'autre du centre. Elles s'ajoutent pour donner du blanc. Jaune et indigo, par exemple.
Pour recoller les deux extrémités du spectre, il faut également introduire de nouvelles teintes à l'opposé du vert, les pourpres. Ils correspondent au mélange de rouge et de bleu-violet. Ces teintes n'existent pas dans le spectre. On ne peut les obtenir qu'en mélangeant au minimum 2 longueurs d'onde, une de chaque extrémité. Elles font une transition entre le bleu et le rouge. Enfin, si l'on fait varier l'intensité lumineuse, on retrouve toutes les nuances intermédiaires, du blanc au noir, comme le gris ou le marron qui sont du blanc et de l'orange foncé. Avec ce troisième axe, on dispose enfin d'un espace complet, en forme de cône décrivant toutes les couleurs. Dans cet espace abstrait, certaines propriétés des couleurs deviennent géométriques. La teinte, la luminosité ou encore la saturation. Un modèle simple et utile. Toutefois, jusqu'au XXe siècle, d'autres géométries sont proposées. Des sphères, des triangles, des cubes, des doubles cônes, chacune présentant des avantages et des inconvénients. En fait, le cercle de Newton n'est qu'une approximation et présente plusieurs problèmes. Par exemple, du rouge et du jaune ne donnent pas cet orange pâle, mais un orange presque pur, plus proche du spectre. Autre problème, dans le spectre, nos yeux sont plus sensibles aux longueurs d'onde moyennes, si bien que le jaune nous paraît plus lumineux que l'indigo par exemple. Ainsi, toutes les teintes n'ont pas la même intensité du point de vue de notre œil. Et si l'on ajuste le diagramme pour que l'intensité soit homogène, certains mélanges ne sont plus corrects. Du jaune et de l'indigo par exemple ne donnent du blanc qu'avec plus de jaune que d'indigo. C'est Helmholtz qui parviendra à corriger ces problèmes en déformant le diagramme. Selon ses mesures, la courbe reliant le rouge et le jaune doit être presque plate car leur mélange est plus proche du spectre. L'indigo doit se situer plus loin du blanc que le jaune car il faut plus de jaune que d'indigo pour donner du blanc. De plus, les pourpres doivent former une ligne droite et non une courbe car ils correspondent au mélange progressif entre les deux extrémités du spectre. De cette façon, Helmholtz obtient un diagramme en forme de fer à cheval. En 1931, la Commission internationale de l'éclairage définit une nouvelle version de cet espace, améliorée, qui deviendra la norme pour décrire les couleurs. L'espace XYZ. Un espace mathématique dans lequel on peut additionner les couleurs comme des vecteurs pour calculer des mélanges. En théorie, cet espace s'étend à l'infini, correspondant à des lumières arbitrairement intenses. Mais si l'on se restreint à une énergie maximale pour chaque longueur d'onde, on obtient un volume fini. Le solide optimal. Théorisé par Schrödinger puis calculé par McAdam, cet objet contient en théorie toutes les couleurs que l'on peut observer jusqu'à une certaine luminosité. Il présente à sa frontière les nuances les plus vives possibles de chaque teinte. Le noir y est relié au blanc par 2 courbes saillantes. Noir, rouge, jaune, blanc, et blanc, cyan, bleu, noir. Des dégradés que l'on observe d'ailleurs à proximité d'un prisme, là où les longueurs d'onde sont partiellement séparées. Les artistes les appellent plutôt couleurs chaudes et couleurs froides. À ce stade, ouvrons une parenthèse. Les couleurs qui sont actuellement affichées sur le diagramme ne sont pas tout à fait exactes, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, l'environnement qui vous entoure affecte votre perception des couleurs, selon s'il fait jour ou nuit, par exemple. Ensuite, votre écran ne peut pas produire toutes les couleurs. Il fonctionne en mélangeant les lumières de 3 couleurs primaires pour chaque pixel, généralement rouge, verte et bleue. Selon l'intensité de ces 3 lumières, l'écran peut synthétiser des couleurs à l'intérieur d'un triangle ou un cube lorsqu'on passe en 3 dimensions. C'est l'espace sRGB. Ces couleurs sont suffisantes pour la plupart des images, mais il en manque certaines, très vives, comme celles que l'on perçoit lors d'un coucher de soleil. Enfin, même dans des conditions identiques, nous ne percevons pas tous les mêmes couleurs. D'une part, il existe des facteurs psychologiques qui affectent la perception. D'autre part, certains d'entre nous sont daltoniens, diverses affections qui touchent 5% de la population,
principalement des hommes pour des raisons génétiques. Pour différencier les couleurs, notre œil utilise 3 récepteurs, les cônes, disséminés sur la rétine. Ils réagissent chacun à une gamme de longueur d'onde, correspondant très grossièrement aux composantes rouge, verte et bleue de la lumière. Notre cerveau construit la couleur que nous percevons à partir de ces 3 signaux, et c'est pour cette raison que l'espace des couleurs possède systématiquement 3 dimensions, rouge, vert, bleu, ou encore teinte, saturation, luminosité. Toutefois, les personnes daltoniennes présentent des déficiences au niveau de la rétine ou du système visuel, si bien que l'espace qu'elles perçoivent est réduit. Selon les récepteurs affectés, il existe plusieurs types de daltonisme, avec chacun leur propre espace de couleur, pouvant ne présenter que 2, voire 1 dimension. À l'aube du XXe siècle, la psychologue et mathématicienne Christine Ladd Franklin propose que la vision des couleurs serait apparue progressivement au cours de l'évolution. Il y a 600 millions d'années, les premiers yeux n'auraient distingué qu'une seule dimension, entre lumière et obscurité. Une seconde dimension serait ensuite apparue, permettant de différencier les ondes longues des courtes, le jaune du bleu. Enfin, une troisième dimension distingue les ondes longues et moyennes, le rouge et le vert. Nos ancêtres lointains percevaient également une 4e dimension, dans l'ultraviolet, que beaucoup d'animaux ont conservé jusqu'aujourd'hui. Mais les mammifères auraient perdu 2 de ces dimensions, contraints de vivre cachés sous le règne des dinosaures. Encore aujourd'hui, un tigre est parfaitement camouflé aux yeux de ses proies, qui ne perçoivent que 2 dimensions. Chez l'humain et certains primates, la 3e dimension des couleurs est réapparue plus récemment. Cela dit, il existe également quelques humains tétrachromates, possédant un 4e cône entre le rouge et le vert, en particulier certaines femmes dans le nord de l'Angleterre. Les chercheurs s'intéressent à savoir si elles perçoivent réellement un monde coloré différent du nôtre. Jusqu'ici, nous avons organisé les couleurs selon des critères physiques, sur la lumière et les mélanges. Mais si ces diagrammes sont utiles mathématiquement, ils ne reflètent pas la façon dont nous percevons les couleurs, d'un point de vue sensoriel. Les teintes bleues ou jaunes, par exemple, semblent plus comprimées que les vertes. Les distances dans le diagramme n'ont rien à voir avec notre perception des écarts entre les couleurs. Certaines sont éloignées alors qu'elles nous paraissent similaires. En préparant cette vidéo, j'ai voulu faire appel à votre aide pour tenter de mesurer cet effet ensemble. Un grand merci car vous avez été plusieurs dizaines de milliers à vous prêter au jeu. L'objectif était de déterminer à partir de quelle distance dans le diagramme nous ne pouvons plus distinguer 2 couleurs. Je vous ai demandé de jouer à un jeu dont le but était d'identifier laquelle des 3 couleurs est différente des 2 autres. En répétant l'opération avec différentes combinaisons de couleurs sur plus d'1 million d'échantillons, les résultats du test permettent de tracer un ensemble d'ellipses qui représentent des régions dans lesquelles les couleurs sont statistiquement indifférenciables pour nos yeux. On constate qu'elles sont toutes différentes en taille et en orientation, ce qui indique que le diagramme n'est pas uniforme. Il n'est pas fidèle à notre perception des écarts entre les couleurs. Par exemple, autour du bleu, il est plus simple de distinguer les couleurs dans cette direction que dans celle-ci. Il s'agit en fait d'une reproduction un peu grossière d'une expérience célèbre réalisée par David McAdam en 1942. Ainsi, en parallèle de l'approche physique, une autre approche se développe, l'approche psychologique. Certains, comme Goethe ou Hering, cherchent à organiser les couleurs directement à partir des sensations. Selon eux, notre perception repose sur des oppositions fondamentales, entre noir et blanc, rouge et vert, jaune et bleu. Une théorie que l'on considère aujourd'hui comme valable, car certaines cellules dans la rétine transforment effectivement les signaux rouge, vert, bleu issus des 3 cônes en signaux d'opposition. En se basant sur des mesures précises de la perception des couleurs, certains construisent des atlas détaillés, comme le célèbre nuancier de Munsell du début du XXe siècle. Sa géométrie irrégulière est fidèle à nos perceptions des différentes teintes. On remarque par exemple que toutes les teintes n'atteignent pas leur maximum de saturation à la même luminosité. Certaines couleurs vives, comme le jaune, paraissent plus claires que d'autres, comme le bleu. Certaines teintes paraissent également plus saturées que d'autres, comme le magenta comparé au turquoise.
C'est également à cette période qu'apparaît la psychophysique, une discipline qui tente de relier mathématiquement nos sensations aux grandeurs physiques qui nous les procurent. Prenons un dégradé de lumière, par exemple. Il est linéaire, c'est-à-dire que l'intensité augmente progressivement avec un écart constant d'une tranche à l'autre. Pourtant, nous distinguons mieux les variations à gauche, dans les zones sombres, que dans les zones claires à droite. C'est la loi de Weber-Fechner. Une petite variation d'intensité se perçoit mieux lorsque l'intensité est faible. Il est possible de modéliser cet effet avec une fonction mathématique qui représente notre perception de la luminosité, subjective, en fonction de la luminance réelle, physique, de la lumière. On voit que notre ressenti est non linéaire. La luminosité nous paraît augmenter plus vite dans les zones sombres. Si l'on tient compte de cet effet, on peut construire un dégradé plus homogène du point de vue de notre perception. Et si l'on procède de cette façon pour chacune des 3 dimensions de l'espace des couleurs, on obtient un espace mathématique dans lequel les couleurs sont réparties plus uniformément. Les dégradés y paraissent plus lisses et réguliers que dans l'espace colorimétrique de base. C'est sur ce principe qu'est construit l'espace LAB, défini en 1976 par la Commission internationale de l'éclairage. Encore très utilisé, il s'inspire de l'interprétation psychologique des couleurs et oppose noir et blanc, rouge et vert, jaune et bleu. En 2020, un internaute, Björn Ottosson, propose l'espace OKLab comme une alternative plus précise. Sa géométrie ressemble à une goutte irrégulière, une sorte de double cône incliné conçu pour modéliser les distances que l'on perçoit entre chaque couleur. Cette portion de l'espace correspond aux couleurs que peut afficher un écran standard. Enfin, voilà à quoi ressemble un sélecteur de couleurs dans l'espace OKLab par rapport à un sélecteur classique. De nos jours, de nouveaux espaces et modèles mathématiques sont utilisés pour décrire les couleurs de façon plus précise que jamais. Ces avancées peuvent aider les artistes à mieux sélectionner les couleurs de façon perceptive, mais aussi les scientifiques pour construire des codes couleurs afin de visualiser des données. L'étude de la perception est importante pour concevoir des écrans plus fidèles et rendre accessibles certains contenus aux personnes daltoniennes par exemple. Ce texte, si l'on en fait varier la teinte, devient plus ou moins lisible par rapport au fond, dans l'espace colorimétrique de base. Mais dans un espace perceptif comme OKLab, le problème disparaît, car cet espace représente mieux notre perception des couleurs. Toutefois, aucun modèle n'est parfait, et les couleurs restent un domaine de recherche actif. Certains, comme Schrödinger au début du XXe siècle, considèrent que l'espace des couleurs serait décrit par une géométrie non euclidienne, courbée, à l'instar de l'espace-temps en relativité générale. D'autres proposent que l'espace des couleurs serait encore plus complexe à décrire et qu'il nécessite de développer un tout nouveau type de géométrie. Pour conclure, en avril 2025, une équipe de recherche affirme avoir créé une toute nouvelle couleur. On l'a vu, notre rétine comporte 3 types de récepteurs, chacun sensible à une gamme de longueurs d'onde, longue, moyenne et courte. Mais ces gammes de longueurs d'onde se chevauchent par endroits. En particulier, le cône sensible aux ondes moyennes n'est jamais activé tout seul. Il n'existe aucune longueur d'onde qui n'active que ce récepteur sans activer l'un des 2 autres. Dans cette étude, les scientifiques seraient justement parvenus à stimuler uniquement ce type de cône, à l'aide de lasers extrêmement précis, ciblant directement les cellules concernées. Les chercheurs auraient ainsi produit une sensation inédite. Baptisée holo, cette nouvelle couleur se situerait en dehors de l'espace classique. Les participants disent avoir observé une nuance de turquoise extrêmement intense.